interdisciplinaire pour avoir une lecture commune d'une problématique. Donc, c'est vraiment une méthodologie que je vous présente, parce que moi, le premier épisode psychotique, j'y connais peu de choses. Mais j'ai quand même créé la carte conceptuelle, donc ça montre que ça ne faut pas nécessairement être un spécialiste de la question pour être capable de convenir ou d'élaborer un modèle explicatif d'une problématique. Alors, dans quel contexte ça s'est passé? C'est qu'en fait, dans le CIUS, ils ont reçu au fond du ministère, comme on reçoit actuellement du ministère, une commande de développer un programme de prévention puis d'intervention auprès des jeunes qui présentent un premier épisode psychotique. Bon, moi, on m'a demandé de participer au comité de travail dans ce domaine-là. J'ai dit que je ne connaissais rien dans ça, donc je ne savais pas être présent dans les comités. Mais j'ai lu quand même les documents du ministère. Puis dans les documents du ministère, je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait toutes les recommandations sur comment on devrait travailler auprès de cette population-là. Mais il n'y a aucun modèle théorique qui est présenté. Il n'y a rien qui permet de comprendre la pathologie dans une perspective multidimensionnelle. Alors, eux suggèrent de travailler dans une perspective interdisciplinaire. Mais quand on travaille dans une perspective interdisciplinaire, si on veut que les professionnels soient cohérents, faut qu'il y ait une compréhension commune du problème, ça nous prend un modèle explicatif commun pour ensuite avoir des actions cohérentes les uns à l'égard des autres. Alors, je trouvais que c'était un outil qui manquait à ce projet-là. Donc, je leur ai dit, bien, si vous voulez, moi, ce que je peux faire, c'est une carte conceptuelle sur le premier épisode psychotique, comment ça arrive, un premier épisode psychotique, puis vous verrez si c'est quelque chose qui peut vous être utile. Alors, c'est dans ce contexte-là que j'ai créé ça. Puis donc, l'objectif, c'est de rendre disponible cette information-là. Donc, tout ça, ça va être mis sur notre site, là. Joël, ça s'appelle comment, notre site? Avez-vous pris ça en note, là? Peut-être le reprendre parce que tu parlais vite. Santé, trait d'union mentale, trait d'union jeunesse.ucherbourg.ca. OK. Alors, si vous allez sur ce site-là, ben, on loge tous nos documents. Vous allez avoir la présentation et vous allez avoir aussi la recension des écrits. Je vais la faire circuler, cette recension des écrits, pour que vous puissiez avoir un aperçu de comment on fait pour construire une carte conceptuelle, sur quoi on s'appuie quand on fait ce genre de travail-là. Alors donc, on va aller directement donc, au sujet. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'un PEP? Qu'est-ce qu'un premier épisode psychotique? En fait, c'est une période où la première fois une personne présente des symptômes psychotiques. Souvent, la personne ne peut pas comprendre ce qui lui arrive. Ces symptômes peuvent être hautement dérangeants et complètement étranges, le laissant confuse et en détresse. Et cette détresse est augmentée par des préjugés. Donc, c'est un événement qui arrive comme ça, là, puis soudainement, la personne ne comprend pas trop ce qui y arrive et elle a des comportements un peu étonnants pour elle-même. Quels sont les symptômes d'un trouble psychotique? Alors, j'ai pris ça dans le DSM-5. En fait, ces symptômes-là, c'est d'abord des idées délirantes, des hallucinations, un discours désorganisé, un comportement grossièrement désorganisé ou catatonique et des symptômes négatifs, c'est-à-dire l'incapacité à persister dans des activités dirigées vers un but. Donc, l'incapacité à travailler, à soutenir une activité intellectuelle, à assurer des soins personnels. Alors, ce sont donc les critères qui servent à poser un diagnostic et on va poser un diagnostic de trouble psychotique s'il y a la présence de 2 de ces critères-là pour une période d'au moins 1 mois. Alors, une des choses, c'est il faut être extrêmement prudent quand on doit poser un diagnostic de psychose, puisqu'il y a beaucoup d'éléments biologiques qui peuvent être la cause de certains symptômes. Donc, il est très important d'exclure avant le diagnostic certains éléments biologiques. Donc, ça peut être lié à la prise de substances, parfois de médicaments, parfois de drogues. Il peut y avoir des conditions médicales telles que des encéphalites, des carences nutritionnelles, des infections, de l'épilepsie, troubles endocriniens, qui peuvent donner lieu à des symptômes psychotiques.
ça n'en est pas. Donc, il faut avoir vérifié au préalable s'il n'y a pas des éléments biologiques. Et ça peut être lié aussi, ou ça peut être confondu avec la présence de d'autres diagnostics psychiatriques, notamment le TOC, le trouble d'anxiété généralisée, le TPL, la phobie sociale. Donc, ce qui est très recommandé, puis ça, quand j'ai rencontré les intervenants, quand on a fait la construction de la carte, beaucoup d'intervenants m'ont dit, écoute, c'est extrêmement important, avant de poser un diagnostic de trouble psychotique, de procéder d'abord à un examen médical pour éviter de confondre un problème de santé à un problème psychiatrique. Alors donc, ça, c'est très important d'avoir cette prudence-là quand on est en contact. Si on est en contact avec un jeune patient qui semble présenter des troubles psychotiques, alors la première chose, c'est de demander un examen médical immédiatement pour s'assurer qu'on est vraiment dans une problématique psychiatrique. Alors ça, c'est très, très important de ne pas oublier ça. Alors, c'est quoi les données concernant la psychose dans la population? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que toutes les données que je vais vous présenter, je les ai tirées du code de référence du ministère concernant l'intervention en première crise psychotique. Alors, c'est un document de 2017. Si vous allez sur Google, là, vous allez voir, vous marquez « Cadre de référence des programmes d'intervention PEP », puis vous allez avoir tout le matériel qui est présenté par le ministère. Alors, c'est quoi la réalité des faits? On estime à peu près que 3,48 % des gens de la population générale, il y aura un taux de prévalence donc de psychose pour la population, pour 3,48 % de la population à tout âge. Donc, c'est pour l'ensemble de la population. Et quand on s'intéresse plus particulièrement aux 15-25 ans, puis c'est parce que là, c'est vraiment le début, généralement, le plus souvent, de la psychose, bien, chez cette population-là, on dit qu'il y aurait 4 personnes sur 1000 qui auraient une psychose à cet âge-là. Bien sûr qu'avec l'âge, les gens vont développer, et il va y avoir aussi de l'apparition de la psychose aussi avec le temps pour d'autres groupes d'âge. Mais il semble que le groupe d'âge de 15-25 ans, c'est un groupe très, très ciblé, puisque c'est souvent les premiers moments où les symptômes vont apparaître pour un jeune adulte ou un adolescent. Alors, la maladie, ça n'apparaît pas comme ça, là, soudainement. Oups, ça y est, j'ai des indices psychotiques. Il y a beaucoup d'indices qui vont être signalés préalablement. Donc, on dit que la psychose est souvent précédée par une période de prodrome. Alors, c'est vraiment une période qui va précéder la psychose franche. Donc, puis ça peut durer là, plus ou moins longtemps. Ça peut être pour quelques semaines, comme plusieurs mois, quelques années. Donc, c'est une période préparatoire où il y a certains indices de psychose qui vont commencer à se manifester. Alors, durant la période de prodrome, on dit, bon, c'est une période où la personne peut présenter des symptômes non spécifiques, par exemple des troubles du sommeil ou quelques symptômes psychotiques atténués ou transitoires. Alors, on dit que quand cette personne-là commence à présenter des symptômes psychotiques atténués ou transitoires, donc elle est davantage considérée à risque accru d'une psychose. Et le fait important là-dedans, c'est que plus la période entre les premiers symptômes de la psychose et le début du traitement est courte, meilleur est le pronostic. D'où l'importance de ne pas attendre dès qu'il commence à y avoir des symptômes, d'où l'importance de faire de la prévention aussi. Dès que quelqu'un présente ou on soupçonne que quelqu'un commence à présenter quelques symptômes psychotiques, d'agir très rapidement, puisque plus vite on agit, plus le pronostic est favorable, parce que le pronostic peut être extrêmement défavorable. On va le voir tantôt, là, les conséquences peuvent être très sérieuses. Donc, c'est très important de faire de la prévention, d'avoir beaucoup de sensibilité autour de ces symptômes-là. Alors, ce que la littérature nous dit, c'est que la grande majorité des personnes qui vivent un premier épisode psychotique vont connaître une rémission de leurs symptômes au cours de la première année qui suit le début du traitement. Donc, il va y avoir souvent une amélioration pour beaucoup de personnes. Sauf que quand on est dans un contexte de service psychiatrique courant, où souvent on va y avoir peut-être des populations un peu plus extrêmes, on dit qu'environ 30% des patients vont abandonner prématurément le traitement. Alors, c'est sûr que l'abandon du traitement, ça veut dire que la personne se met à risque de nouvelles crises psychotiques. Et là, quand on a la répétition des crises psychotiques, on augmente la probabilité que les choses deviennent de plus en plus défavorables et de plus en plus chroniques aussi.
ce qu'on observe, c'est qu'il y a un taux de rechute suivant l'interruption de la médication extrêmement élevé. Il va y avoir une rechute dans 77% des cas après 1 an d'interruption de la médication et 90% après 2 ans de l'arrêt de la médication. Donc ça indique aussi que quand on fait un traitement des troubles psychotiques, c'est très, très important de travailler à l'adhérence du client à la prise de médication parce qu'on sait que ça va être ça un facteur déterminant pour la suite des événements puis pour réduire le pronostic défavorable de cette maladie-là. Alors, c'est quoi le cadre de référence des programmes d'intervention pour le premier épisode psychotique du ministère? Alors, essentiellement, c'est un cadre de référence qui, en fait, propose l'instauration d'équipes interdisciplinaires pour détecter tôt et traiter rapidement les personnes qui vivent un premier épisode psychotique et celles à risque accru de psychose afin de leur offrir ainsi qu'à leurs proches des services essentiels permettant un engagement actif vers le rétablissement. Donc, le ministère veut installer dans toutes les communautés du Québec, dans tous les CIUS, dans toutes les régions, des équipes d'intervention préventive ou d'intervention auprès des personnes qui vivent un premier épisode psychotique. Donc, c'est vraiment la nécessité d'implanter ces programmes-là partout au Québec. Les objectifs, c'est bien sûr diminuer la durée de la période sans traitement, parce qu'on sait que plus la période est longue, plus les conséquences vont être sévères. On veut améliorer l'engagement du jeune à s'impliquer dans son traitement et à son maintien en rémission, parce qu'on sait que plus il va adhérer au programme d'intervention, plus il va suivre sa médication, moins on aura un pronostic défavorable, et réduire au minimum les effets à court et à moyen long terme de cette maladie. Donc, beaucoup travailler sur, une fois que la maladie s'est exprimée, de travailler sur le renforcement des facteurs de protection le plus rapidement possible pour éviter que cette maladie-là devienne trop importante. Alors, dans le cadre de référence, on énonce les objectifs, les normes, les modalités organisationnelles et cliniques relatifs à l'instauration, ce que eux autres vont appeler le programme d'intervention pour le premier épisode psychotique, ça s'appelle le PIPEP. Alors, dans ce PIPEP-là, qu'est-ce qu'on dit? Donc, les principes, donc, ce qu'on dit là-dedans, c'est qu'on énonce les principes du directeur du PIPEP, donc l'importance de la détection rapide, l'accessibilité, l'intensité, la proximité des services, la continuité des services. Donc, on veut vraiment qu'il y ait quelque chose d'intensif qui soit fait auprès de ces personnes-là. Les objectifs organisationnels, c'est la référence des personnes vers les PIPEP le plus rapidement possible, développer une offre de service, la composition de l'équipe de PIPEP et la durée des interventions, tout ça est assez déterminé dans le cadre de référence. C'est vraiment, il y a tant d'intervenants par tant de population. Donc, les choses, les types d'intervenants sont aussi proposés et même dictés, là. C'est plus que proposé, là. C'est vraiment canné, l'organisation de l'équipe. On propose une gamme de services et il est recommandé de travailler en réelle interdisciplinarité. Donc, ça, c'est vraiment la recommandation finale de ce cadre de référence-là. Alors, pour moi, la principale limite de ce cadre de référence-là, c'est que, comme je vous l'ai mentionné tantôt, c'est que, bon, si on veut travailler en interdisciplinarité, ça prend un modèle explicatif et le ministère ne propose aucun modèle explicatif. Et donc, c'est dans cet esprit-là que nous, on a travaillé pour créer un modèle explicatif du premier épisode psychotique. Alors, est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Là? Est-ce que je parle trop vite? Ça va? OK. Alors, donc, non. Voilà. Alors, pour le modèle explicatif, comment moi je propose de travailler ça, comment on construit un modèle explicatif, c'est par l'élaboration d'une carte conceptuelle. Qu'est-ce qu'une carte conceptuelle? Bien, vous avez un exemple de ce que c'est qu'une carte conceptuelle. Ça, c'est la carte conceptuelle du premier épisode psychotique. Je vais vous la présenter tout en détail tantôt, mais c'est juste pour vous montrer qu'est-ce que c'est qu'une carte conceptuelle, à quoi ça ressemble une carte conceptuelle. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une carte conceptuelle? Comme on peut voir, c'est une représentation visuelle organisée des principaux facteurs de risque et de protection associés à une problématique ciblée et les principales relations entre les facteurs. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie vraiment on fait une revue de littérature, puis on essaie de regrouper les facteurs de risque, facteurs de protection, et on tente de voir comment ces facteurs-là sont interreliés entre eux.
Alors, quand on a une carte conceptuelle comme ça, puis qu'on est un intervenant, qu'est-ce que c'est ça? C'est un outil d'évaluation. Si vous avez ça, là, ça vous donne, voilà toutes les questions qu'un intervenant devrait poser s'il est confronté à une situation d'un jeune qui vit un premier épisode psychotique. Toutes ces questions-là, ça devrait être des questions de base pour bien comprendre quelle est la problématique, quels sont les facteurs associés, quelle est la sévérité aussi de la problématique, parce qu'on sait que plus il y a un cumul de facteurs de risque, bien, plus la problématique risque d'être aussi sévère. Et mais en faisant l'évaluation, vous allez être aussi en mesure de voir, mais il y a peut-être des facteurs de risque, mais il y a peut-être aussi beaucoup de facteurs de protection. Ça vous donne donc un aperçu. Est-ce que je peux penser à un pronostic favorable ou défavorable en fonction de l'évaluation que je ferai? Donc, une carte conceptuelle, c'est comme un questionnaire, si vous voulez, où vous devez, en fait, c'est une série de questions que vous devriez poser et documenter pour essayer de voir quels sont les facteurs qui sont présents dans la situation de la personne. Donc, c'est vraiment un outil qui permet d'appréhender dans un seul coup d'œil une problématique et tous les facteurs associés. Pour l'intervenant, parce que, bon, on se retrouve devant une personne qui présente certains symptômes psychotiques, comment on fait pour évaluer ça? C'est quoi qu'on évalue? Quelles questions on pose? En fait, la carte conceptuelle vous donne un éventail de questions. C'est pas obligé de les poser dans le même ordre. Ça peut être posé dans toutes sortes d'ordres, mais vous savez que vous allez devoir documenter tout ça pour vous faire une tête sur cette problématique-là. Donc, ça soutient le processus d'évaluation et ça soutient le jugement clinique de l'intervenant. Parce qu'il va devoir se prononcer sur le devenir éventuellement ou l'orientation dans les services. Bien, c'est sûr que si j'ai fait une bonne évaluation, je vais pouvoir cibler les facteurs sur lesquels on devrait porter plus particulièrement notre attention. Et quand on utilise les cartes conceptuelles, c'est basé sur la littérature scientifique. D'une certaine façon, quand vous utilisez ça, bien, vous utilisez les données probantes dans la problématique. C'est les données les plus actuelles, puis c'est des données reconnues au plan scientifique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres données. Il y a d'autres données qui sont implicites, qui sont cliniques, que les gens connaissent, qu'ils ont développées dans leur pratique clinique. Mais ici, moi, je vais vous présenter uniquement les données qui sont reconnues au plan scientifique. Comment on fait pour choisir ça? On procède toujours par des recensions d'écrits systématiques. Donc, vous avez, je ne sais pas si la recension circule, là, mais donc, vous allez voir dans ça, là, quand vous regardez la recension des écrits, là, vous allez voir tout ce qui s'est lu, toutes les références sont à la fin, puis toute la classification des variables, comment ça se fait. Et c'est à partir de cette grande recension des écrits qu'on va ensuite commencer à construire une carte conceptuelle. Alors, les étapes pour construire une carte conceptuelle. Oups. OK. Donc, première chose, on procède à une recension des écrits sur les facteurs de risque et de protection biopsychosociaux associés à la problématique. Dans la question qui nous concerne, c'était le premier épisode psychotique. C'était quand même assez difficile de trouver dans la littérature sur la schizophrénie puis toutes sortes d'affaires. Il fallait juste garder tout ce qui concernait le premier épisode psychotique. Donc, ça demande beaucoup de travail, de sélection de la littérature pour ne conserver vraiment que la littérature qui concerne notre sujet. Une fois qu'on a fait cette recension des écrits-là, vous voyez, dans la recension, on fait le listing de tous les facteurs de risque qui ont été reconnus dans la littérature, dans le cadre d'études empiriques, soit dans le cadre de méta-analyse. Donc, on écrit tous les facteurs de risque et on va garder les facteurs de risque seulement ceux qui font consensus dans la littérature. Par exemple, si je prends un autre sujet, en anorexie, par exemple, il y a des auteurs qui disent que le fait de naître au printemps augmente la probabilité d'être anorexique. Bon, on laisse tomber ce genre d'études-là parce que, bon, c'est comme aléatoire, là. Ça n'a pas de sens comme raisonnement, là. Alors, mais c'est vrai au hockey, par exemple. Si vous êtes né avant le mois de décembre, 1er janvier, vous avez plus de chances de faire la Ligue nationale. Ça, c'est éprouvé. Parce que les jeunes qui sont nés, mettons, au mois de décembre, c'est les plus vieux de la Ligue. Fait qu'ils sont toujours les meilleurs quand ils sont pee-wee, meilleurs bantam, fait qu'ils ont plus de chances d'être recrutés. Ça, c'est vrai au hockey, mais pas en anorexie. Puis pas dans le domaine du PEP, là, la saison, ça ne joue pas. Mais donc, on jette ces études-là qui, bon, n'ont pas beaucoup de sens, là.
Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a tous nos facteurs, là, on commence à construire. On se prend un papier, puis on classifie nos variables en fonction de catégories variables. Et, bon, quelles sont les grandes catégories qui émergent? Quand on met ensemble des variables qui ont l'air d'aller ensemble, on les met ensemble, puis on dit, ben, qu'est-ce qui émerge de ça? Et là, on sort un concept, qui est le concept organisateur de ces variables-là. Une fois qu'on a fait ça, on regarde ensuite comment ces concepts-là sont interreliés. Dans la littérature, les auteurs nous le disent. Ben, telle variable, c'est relié à telle affaire. Telle variable, c'est... Donc, on note toutes les interactions que les auteurs ont proposées, puis on les utilise lorsqu'on fait la construction pour essayer de voir comment les choses semblent interreliées. Alors, c'est comme ça que, mettons, moi, je commence par construire une première version de la carte. La deuxième étape, c'est qu'il faut la valider, cette carte-là. Alors, pour la valider, c'est que j'ai rencontré ici au CIUS une vingtaine d'intervenants. Je leur ai présenté la carte, ils ont un petit frisson, puis là, ils ont commencé à s'approprier, c'est quoi cette affaire-là? Bon, ils ont commencé à regarder ça, puis se l'ont approprié. Là, ils m'ont dit, ça marche pas, ça marche pas, c'est pas comme ça marche. Bon. Alors, ils m'ont fait beaucoup de commentaires, ils m'ont introduit des variables que la littérature ne documentait pas. J'ai gardé les noms des variables, puis en façon, on est retourné voir dans la littérature si les variables, on pouvait les retrouver dans les écrits. Et si on ne les retrouvait pas, on ne les gardait pas, mais il y en a qu'on a pu trouver parce qu'on a fouillé un peu plus loin. Alors, c'est les intervenants qui décident ça va être quoi l'affaire finale. Donc, je l'ai faite donc une première fois, ils m'ont corrigé, j'ai refait ma carte, je suis retourné les voir, on a regardé ça une deuxième fois, ils ont dit « ouais, ça c'est pas pire, ça c'est pas mieux, il faudrait que tu fasses ça. » Bon. Alors donc, ils m'ont encore corrigé. Après 2 fois, je pensais que j'avais fait le tour, là, qu'on avait fait notre travail. Puis ensuite, je leur ai envoyé. Puis bon, il n'y a personne qui a pu ensuite me renvoyer d'autres corrections. Donc, c'est comme ça. Il faut absolument qu'une carte conceptuelle, il ne faut pas que ce soit juste le concepteur. Il faut que ce soit aussi les intervenants qui, eux, travaillent avec les personnes, qui sont en mesure de porter un jugement sur est-ce que ça représente bien la réalité clinique dans laquelle ils s'insèrent. Alors, on va rentrer maintenant dans la carte conceptuelle, plus spécifiquement du PEP. Là, c'est donc une longue introduction. Alors, cette carte conceptuelle-là, donc, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais essentiellement, c'est comme si, à la lecture de cette littérature-là, j'ai comme réalisé qu'il y avait, c'est un processus évolutif, cette maladie-là. Donc, j'ai essayé de voir mais comment ça semble fonctionner. Et là, j'ai pu voir qu'il y avait des facteurs prédisposants. Donc, des facteurs prédisposants, comme il y a des facteurs génétiques, il y a des facteurs neurobiologiques, des facteurs périnataux, l'histoire de maltraitance, des problèmes développementaux, des facteurs psychologiques, des difficultés sociales, des difficultés familiales. Donc, c'est un ensemble de facteurs, une certaine prédisposition. C'est sûr que plus j'en ai de facteurs prédisposants, mais plus mon risque est élevé. C'est sûr que si je viens d'une famille où il y a des histoires de psychose, puis je viens d'une famille avec beaucoup de problèmes, puis j'ai quelques dérèglements au plan neurobiologique, j'ai eu des facteurs périnataux défavorables, ma probabilité, elle est beaucoup plus élevée parce que j'ai beaucoup plus de facteurs prédisposants. Donc, les facteurs prédisposants, c'est ce qui est là. C'est juste peut-être à s'exprimer, ça prend juste un contexte. Le deuxième facteur, ici, au-delà des facteurs prédisposants, il y a des facteurs qu'on va appeler des facteurs précipitants, que moi j'ai appelé, ça n'existe pas dans ce mot-là dans la littérature, catalysant, mais c'est parce que c'est pas juste précipitant, c'est que ça multiplie la probabilité que les premiers épisodes psychotiques apparaissent. Et ces 2 facteurs précipitants ou catalysants, c'est la consommation de drogue ou d'alcool. Puis dans la littérature, on parle beaucoup de consommation de cannabis, mais il y a aussi, bien sûr, la consommation de d'autres drogues et la présence de stress chez les jeunes. Oui? Est-ce que la consommation de drogue doit être... ça peut être passé, la consommation de drogue dans le passé, dans la jeunesse, et puis là, elle a arrêté depuis des années. Ça doit être ça, je ne peux pas répondre. Tantôt, on va rentrer dans des détails, puis peut-être ça va répondre à vos questions, mais je ne suis pas assez spécialiste de la question. Okay? Mais donc, vous voyez, donc, il y a quelqu'un qui a des facteurs prédisposants, mais s'il n'y a pas de consommation, s'il n'y a pas de facteur de stress, bon, il est moins à risque. Mais si en plus il y a ça, bien là, il est plus à risque de passer à la 3e étape. La 3e étape, c'est l'apparition de signes avant-coureurs, annonciateurs du PEP. Donc, c'est le début de symptômes qui commencent à apparaître. Donc, le début de troubles psychologiques, des troubles cognitifs, commence à y avoir des biais d'attribution dans les relations avec les autres,
des difficultés sociales, des difficultés d'insertion sociale, des symptômes, quelques symptômes psychotiques commencent à s'exprimer. Là, on est dans la phase annonciatrice de la crise. C'est sûr que là, plus vite on agit, mieux c'est. Mais si on n'a pas été capable de détecter, d'où l'importance de bien détecter rapidement, dès qu'on a des petits signes vides de documenter en arrière, bon, j'ai-tu quelque chose qui pourrait m'annoncer que c'est là? Y a-t-il des facteurs prédisposants? Y a-t-il des facteurs précipitants? Si oui, j'ai donc un risque élevé que ça devienne un premier épisode psychotique. J'ai donc avantage à vite intervenir dans ce domaine-là. Et donc, le dernier épisode, c'est bien sûr l'épisode de la crise elle-même, avec tous les troubles psychologiques qui sont associés, les problèmes cognitifs et la difficulté à gérer les comportements agressifs. La crise psychotique a eu lieu, et là, il va y avoir un devenir à cette crise psychotique-là, et le devenir est fonction d'un certain nombre de facteurs associés à un pronostic favorable ou défavorable. Il y a des choses là, qui vont beaucoup aider, puis il y a des choses qui vont beaucoup nuire. Et si ça nuit, bien, ça augmente le nombre de conséquences négatives associées à la crise psychotique. Donc, il y a plusieurs niveaux où on peut travailler. Si on revient en arrière, déjà, quand on travaille en enfance, auprès de l'enfance, si vous avez déjà des enfants qui viennent de milieux, les parents ont des histoires de schizophrénie ou des troubles de santé mentale sévères, l'enfant il y a eu des problèmes de maltraitance, il y a quelques problèmes sociaux, votre enfant, il y a quelques problèmes neurologiques ou cognitifs. Vous avez un enfant donc qui, à long terme, s'il n'est pas suivi, on risque peut-être d'avoir un enfant. D'où l'importance d'avoir une prévention très précoce auprès des enfants qui déjà sont dans des conditions défavorables. Bien sûr, le jeune qui vient de conditions défavorables et qui commence à consommer, bien ça, c'est un jeune qui risque beaucoup plus rapidement de passer à une crise psychotique. Et effectivement, s'il consomme, là, on risque de voir apparaître certains symptômes, puis là, apparaître aussi éventuellement le PEP. Donc, ça montre des endroits où on peut intervenir. On peut intervenir à plusieurs places pour empêcher que les choses arrivent. Mais si les choses sont arrivées, bon, c'est sympathique, ça. Comment? Non, c'est là-bas qui est l'ordinateur. Voyons. Ouais, si tu pèses dessus, là, parce que bon, là. OK. Alors, c'est un autre endroit où on peut intervenir une fois que la crise est installée, a eu lieu. Mais donc, d'où l'importance de travailler fortement à faire en sorte que les facteurs de pronostic favorables puissent être développés, donc ce qu'on appelle des facteurs de protection. Donc, on doit miser sur nos facteurs de protection et minimiser le plus possible les facteurs défavorables. En agissant, donc, même si la crise a eu lieu, c'est pas fini, donc on peut quand même travailler. Et plus on travaille rapidement sur les facteurs favorables, moins on va avoir d'impact associé à ce premier épisode psychotique. Ah, tu vas être obligé de changer, Joël. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter, on revient avec la carte conceptuelle, et là, on va détailler chacune des dimensions. Pour moi, ce que je vais... C'est bon, OK. Donc, ce que je vais démontrer, c'est, au fond, toutes les petites questions, là, et là, ils vont être développés un peu plus pour savoir, mais qu'est-ce que je devrais poser comme question de façon plus spécifique. Alors, je vais vous les documenter en fonction, je vais donc défaire la carte conceptuelle en petits morceaux. On va regarder chacune des catégories pour voir quelles sont les questions qui pourraient être posées dans une histoire comme celle-là. Alors, dans la première grande catégorie, donc, la combinaison des facteurs de risque prédisposants, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, dans les facteurs génétiques, on a bien sûr, dans les éléments déterminants, là, il y en a plusieurs, mais dans les éléments déterminants, l'historique familial de psychose, c'est sûr que c'est un facteur extrêmement déterminant. Déjà, dès l'enfance, que l'enfant ait des aberrations au plan du développement cérébral, donc déjà des problématiques qui sont souvent liées à des conditions périnatales défavorables.
Le fait qu'il y ait aussi une histoire de maltraitance, une histoire de placement, donc éventuellement des infections périnatales, la famine, des complications obstétriques, la réponse au stress durant la grossesse, aussi des histoires autour, là j'ai inversé mes affaires, là, il faudrait inverser mon facteur périnatal à côté puis mon facteur de maltraitance de l'autre côté, je m'excuse là, il y a une petite erreur ici, il faudrait mettre ça là puis ça là. Dans l'histoire de maltraitance, c'est les placements en institution où la négligence ou abus physique ou psychologique sont des facteurs qui peuvent contribuer à l'apparition. Sur le plan des problèmes développementaux, c'est le fait que l'enfant présente des retards de langage, certains dysfonctionnements cognitifs ou moteurs. Au plan psychologique, faible estime de soi, troubles cognitifs, des antécédents de TDAH, le névrosisme infantile, la personnalité schizotypique. Au plan social, de faibles habiletés sociales, puis au plan familial, un environnement familial négatif, un faible niveau de cohésion, puis une faible capacité de flexibilité ou d'adaptation de la famille. Donc, il n'y a pas un facteur qu'il faut être à considérer, c'est toujours un cumul de facteurs. Alors, c'est sûr que quelqu'un qui présente un TDAH, il n'est pas nécessairement à risque de présenter un PEP. Ça prend peut-être un peu d'éléments de TDAH avec des conditions familiales défavorables. Donc, c'est souvent une combinaison de facteurs qui fait qu'on va avoir quelqu'un qui va être vraiment dans une condition de prédisposition plus ou moins importante pour présenter cette crise psychotique-là. Est-ce que ça va pour ça? Deuxième catégorie de facteurs, c'est les facteurs précipitants ou catalysants. Alors, dans ces facteurs-là, ce qu'on a... c'est bon. Ce qu'on a retenu, c'est de la consommation de drogue et d'alcool. Donc, je ne sais pas si ça va répondre à votre question. Ce qu'on note dans la littérature, puis peut-être aller voir dans la recension des écrits, on parle de la consommation de cannabis. On parle principalement de précocité du début de la consommation, d'une dose cumulative consommée et d'un usage de 2 substances, qui sont des facteurs plus défavorables, catalysants si on veut. Mais on ne parle pas... je me souviens vaguement d'avoir lu des choses qui étaient antérieures, qui avaient ensuite une interruption. Je n'ai pas vu cette littérature-là. Mais c'est sûr que la consommation précoce, de longue durée, c'est un facteur défavorable. Sur le plan des stress, bien, c'est sûr, c'est le cumul de stress au plan psychosocial, des stress environnementaux, des stress socio-économiques, des événements de vie négatifs et le fait que la personne soit hypersensible au stress. Tout ça, ce sont des facteurs qui augmentent la probabilité, chez quelqu'un qui a une certaine prédisposition, de présenter un PEP. Mais quelqu'un qui n'a pas de prédisposition puis qui a une consommation, il ne va pas nécessairement devenir il va pas nécessairement vivre un épisode psychotique. Ce n'est pas parce que le cannabis va être légalisé qu'il va avoir... Ça va augmenter chez les gens qui ont une forte prédisposition. Et s'ils sont exposés à ça, bien, c'est sûr que ça augmente. Mais le pot ne va pas créer la psychose. Mais ça va créer la psychose chez les gens qui ont une forte prédisposition. Alors, c'est sûr que si vous avez un jeune qui a consommé et qui commence à présenter des signes psychotiques, vous auriez tout avantage à regarder c'était quoi ces facteurs prédisposants, parce qu'il y avait quelque chose d'annonciateur dans son histoire personnelle. Avant de conclure que c'est la drogue a contribué à l'expression de facteurs prédisposants. Troisième dimension, c'est toute la question, donc, on rentre dans la phase prodromique de la maladie, donc c'est l'apparition de premiers signes de la maladie. Alors, dans les premiers signes de la maladie, ce qu'on va voir, il va y avoir certains troubles psychologiques qui peuvent être annonciateurs, donc des signes de dépression, d'anxiété, des difficultés à reconnaître nos émotions. Au plan cognitif, une diminution du quotient intellectuel et des fonctions cognitives de base. Donc, la personne commence à être un peu moins fonctionnelle au plan cognitif. Il va y avoir une déficience significative dans tous les domaines de la cognition sociale. Donc, la personne a un mauvais jugement social, tendance à attribuer des intentions négatives aux autres. Donc, ça fonctionne moins bien au plan social. Il va y avoir compromission du fonctionnement social, donc les difficultés à avoir des comportements sociaux favorables, et avec possiblement certains stress comme le chômage, l'isolement social, l'instabilité liée au logis. Donc, ce sont tous des facteurs qui vont bien sûr augmenter le stress chez la personne.
Il y a aussi donc certains symptômes positifs de la maladie, comme la présence d'idées délirantes ou éventuellement de la volition, c'est le fait de ne pas être capable de fonctionner dans les tâches ordinaires de la vie de tous les jours. Alors, donc, ce sont donc des symptômes. Si vous avez quelqu'un là qui est un peu dépressif, fonctionnement cognitif, c'est comme ci, comme ça. Au plan social, ça marche de moins en moins bien, puis commence à avoir un peu des difficultés, un peu des délires. Et là, vous êtes avec quelqu'un là, que si vous ne faites pas quelque chose là, ben, ça ne sera pas long, vous allez l'avoir à l'urgence, parce que ça s'en vient. Donc, il annonce là, que ça va aller mal. Ensuite arrive la première crise psychotique. Et cette première crise psychotique-là, bon, bien sûr, ça va être les symptômes attendus, donc des idées délirantes, hallucinations, comportements désorganisés, symptômes négatifs. Mais il va y avoir aussi toute une autre série de comportements qu'on appelle des troubles concomitants. Ça vient rarement tout seul, là. Alors, ça vient aussi avec éventuellement une augmentation du risque de suicide ou d'idéation suicidaire, de l'anxiété, des hallucinations, bien sûr. Il va y avoir souvent un trouble de la flexibilité mentale, coordination motrice ou verbale. Donc, vraiment, là, la personne commence à être moins solide au plan de son articulation. Il va y avoir aussi souvent des gestes agressifs. Le nombre de gestes agressifs qui sont conséquents, c'est très, très rare, là. Il va y avoir des comportements agressifs, mais pas nécessairement des comportements agressifs dangereux. Je ne me souviens plus de la proportion, mais 1 sur 600, là, c'est vraiment, vraiment... Il ne faut pas penser qu'un psychotique, c'est dangereux puis ça peut tuer, là. C'est pas... Mais il peut y avoir des comportements agressifs. Il va en avoir d'autant plus qui vient d'un milieu familial où il y a eu de la violence. Et si la personne a beaucoup de difficultés en termes de régulation de ses émotions puis de traitement de son information. Là, il va y avoir plus de risques de comportement violent. Maintenant, on va rentrer dans... On a vu là, le processus de la maladie. On est rendu... Maintenant, la crise a eu lieu. On va essayer de voir une fois que la crise a eu lieu. Mais c'est quoi les facteurs qui vont influencer le parcours une fois que la maladie est installée? On va commencer par regarder les facteurs associés à un mauvais ou un pronostic défavorable. Alors, ce qu'on a, c'est dans les facteurs défavorables, on va commencer ici par le bas, là. Une faible introspection, un haut niveau de détresse psychologique, de l'introversion, ce sont des facteurs défavorables, un fonctionnement global faible, une désorganisation et des comportements agressifs, un fonctionnement cognitif plus pauvre, la toxicomanie, bien sûr, ça ne va pas aider. Le fait d'être de sexe masculin. Les garçons sont plus à risque d'un parcours défavorable que les filles. Le fait d'être jeune, d'avoir un faible niveau de scolarité et de vivre dans un quartier défavorisé, donc des conditions socio-économiques défavorables. Et des facteurs de traitement, donc la non-observance du traitement, la non-adhérence à la médication, les difficultés d'accès au traitement, la peur de la stigmatisation et les attitudes critiques de l'équipe soignante. Ça, c'est sûr que ce n'est pas très favorable, là. Si on veut faire créer de l'adhésion, si on a des soignants qui sont plus critiques à l'égard des clients, donc ce n'est pas une condition favorable. On le sait. Le fait que la personne ait un faible soutien social, c'est sûr que l'isolement social va jouer beaucoup. Le fait de vivre dans une famille où il y a des conflits familiaux, une histoire de violence familiale, des antécédents familiaux de psychose sont des facteurs défavorables. Et ce qui va être défavorable aussi, c'est la sévérité des symptômes du PEP. Donc, si la personne qui vient de vivre une crise psychotique a plusieurs de ces facteurs de risque-là, c'est sûr que le pronostic est moins favorable et bien sûr, les conséquences risquent d'être beaucoup plus lourdes et conséquentes par la suite. Par ailleurs, quand on regarde les facteurs associés au pronostic favorable, on va commencer par ici, là, parce qu'on vient de le mentionner. Alors, bien sûr, la qualité de l'alliance thérapeutique, bon, ça, c'est un peu donné, là. Il me semble que c'est la moindre des choses, mais c'est très, très important. C'est pas toujours vrai dans toutes les réalités, là, mais c'est sûr que ça va jouer pour l'adhésion au traitement, puis pour l'adhésion à la médication, si j'ai une bonne alliance avec mes intervenants, et une bonne information concernant la maladie, d'où l'importance d'avoir une bonne psychoéducation concernant la psychose, et une bonne psychoéducation pour les parents et les familles qui doivent être informés aussi de ce que c'est la maladie. Si on est de sexe féminin, on a moins de risques d'avoir des conséquences sévères, être un peu plus âgé, avoir un niveau de scolarité plus élevé et occuper un emploi, ce sont des facteurs de protection.
D'où l'importance que quand on a un jeune qui vit un premier épisode psychotique, tout de suite d'essayer de l'engager dans des projets éducatifs, projets de travail, vite d'essayer de le rentrer dans des réalités socio-professionnelles. Ce qui va être favorable, c'est que la famille croit à la médication, donc ça va devenir un soutien pour la personne. Si le niveau de symptômes sont plus faibles, la rémission, s'il y a une rémission plus rapide des symptômes, c'est sûr que c'est beaucoup plus favorable. Et on note aussi s'il y a un haut score aux dimensions dépressives. Si tu es très dépressif, tu as plus de chances de s'en sortir. Ça m'a étonné. Ah oui. Puis c'est plusieurs études qui montrent au mieux être dépressif. Quand tu es dépressif, on dirait que tu as plus de chances, en tout cas c'est ce que ça montre, si tu fais preuve d'autonomie et si tu ne consommes pas. S'il y a un abandon de consommation, ça va être un facteur important. D'autres facteurs, donc, d'avoir de la foi, de la spiritualité, un bon fonctionnement cognitif, une bonne estime de soi, l'extraversion. Tantôt, l'introversion, on a dit que c'est un facteur défavorable. L'extraversion, c'est un facteur plutôt favorable. Une bonne introspection. Avoir une attitude positive et une croyance en la médication, ça aide beaucoup. D'avoir une réponse rapide au traitement, ça aussi c'est important. Et la présence de soutien social, familial et des relations positives. Donc, ce sont l'ensemble des facteurs de protection. Donc, si vous êtes une équipe d'intervention en PEP, bien, c'est là-dessus qu'on doit travailler, c'est mettre en place le plus possible des conditions pour que ces facteurs de protection-là soient éventuellement présents dans la vie de la personne. Il y a des affaires qu'on ne peut pas changer, on ne peut pas rendre un introverti extroverti, là, mais on peut quand même agir. Il y a plusieurs facteurs d'environnement sur lesquels on peut porter notre attention. Finalement, quels sont les impacts à plus long terme du PEP qui vont être influencés, bien sûr, par les facteurs défavorables ou favorables au pronostic. Alors, que les conditions à long terme de cette problématique-là, c'est bien sûr le déclin du fonctionnement cognitif, des troubles anxieux, la stigmatisation et l'exclusion sociale, l'isolement, le sentiment de honte, ce sont des facteurs négatifs, l'altération du fonctionnement social, l'altération du fonctionnement familial, puis il y a parfois aussi un certain épuisement du fonctionnement de la famille, la détresse chez les aides naturelles, l'altération des pratiques éducatives chez des patients qui sont parents. Donc, si j'ai des parents qui ont des adultes qui ont des enfants, bien, c'est sûr que ça risque d'affecter passablement la qualité de leur pratique éducative. Et le manque d'engagement dans de nouveaux projets personnels ou socio-professionnels, ça va aussi s'exprimer à cet égard-là, la crise psychotique. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair? Oui? Oui? Moi, j'avais juste une question. Avant, je revenais le truc de foi et spiritualité. Là, moi, j'ai un peu une petite parenthèse là-dessus. Souvent, moi, je vois des délires religieux. Oui. Quand tu me dis que c'est favorable, je ne sais pas jusqu'à quel point. Mais ça peut être... c'est pas nécessairement des délires religieux. Ça peut être quelqu'un qui a dans sa vie une certaine croyance, qui a une vie spirituelle, on peut avoir une vie spirituelle positive là, dans la vie, c'est plutôt dans ce sens-là que c'est vu. C'est sûr que les délires religieux, ça c'est une autre chose, mais ici, si la personne a une attitude favorable à l'égard de la spiritualité, alors ce serait donc des éléments favorables. Pardon? On peut encourager le délire religieux, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y dire de s'inscrire à l'Église, là, mais ça veut dire que si cette personne-là a déjà, mettons, quand on questionne l'histoire de la personne, puis la personne avait déjà une attitude, ou je ne sais pas trop, une certaine croyance, puis des pratiques religieuses adéquates, tout ça, mais on sait que ça risque d'être des facteurs de protection. C'est sûr que là, un délire religieux, c'est une autre chose, mais il faut regarder ça dans l'histoire de la personne, moi je pense. Si ça fait partie de quelque chose qui était valable, puis c'est un soutien, ça peut être un soutien pour la personne, mais je pense que ça devient un facteur de protection. Oui? Est-ce que c'est bon aussi chez les vieux? Tout ça, là? Ben, oui, c'est pour tout le monde. C'est pas juste pour les jeunes, c'est vraiment de la littérature qui concerne la plupart des personnes. Là. On est dans les facteurs de pronostic. Oui. Et, est-ce que ça soigne toutes ces maladies? Ben oui, on y arrive. J'arrive au traitement. OK? D'autres questions? D'abord? OK. Alors, c'est quoi les pistes d'intervention? Donc, peut-être ça va répondre à ta question.
Alors, je reprends des pistes d'intervention, mais là, c'est vraiment des pistes très, très générales en fonction de chacune des catégories, là. C'est sûr que quand on travaille sur les facteurs prédisposants, bien, ce qu'on fait, c'est plutôt de la prévention. Alors, ce que la littérature dit, c'est qu'on devrait porter une attention principalement chez les femmes qui présentent des troubles psychotiques et qui vont être enceintes. Donc, de travailler beaucoup autour de la santé, de la sécurité, autour de la périnatalité, pour éviter que l'enfant soit confronté à des conditions déjà adverses en partant à sa naissance. On suggère d'être très, très vigilant auprès de ces enfants-là de parents psychotiques dès qu'ils ont des comportements particuliers à l'école, s'ils vivent de l'abus, s'ils vivent de la négligence. Donc, c'est sûr que ce sont des enfants sur lesquels on devrait porter notre attention. Si ces enfants-là sont placés aussi dans des milieux substituts, bien, ce sont des enfants qui sont plus à risque. Donc, d'où l'importance d'apporter une attention soutenue à ces enfants-là. Et on suggère, puis je pense que c'est très important, de soutenir le développement des habiletés sociales chez les enfants les plus à risque. Parce que plus l'enfant développe des habiletés sociales, ça devient un facteur de protection remarquable pour son adaptation personnelle et son adaptation sociale. Alors, ce serait donc des grandes recommandations pour la prévention des troubles psychotiques chez les enfants. Une fois qu'il y a, pour prévenir les facteurs précipitants, bien sûr, ce qu'on doit essayer de viser, c'est limiter le plus possible la consommation de drogue chez les jeunes à risque. Chez les jeunes qui ont une certaine prédisposition, on devrait travailler à limiter la consommation. Puis, bien sûr, apporter du soutien psychologique aux jeunes vulnérables qui sont exposés à des stress. Là, un jeune qui cumule beaucoup de stress, mais qui vient déjà d'un contexte où les conditions prédisposantes sont très défavorables. On a avantage à tout de suite, rapidement, soutenir cette personne-là pour éviter que sa situation se détériore. Une fois qu'on a des signes avant-coureurs, donc très, très important d'assurer un suivi psychologique chez la personne vulnérable. Alors, donc, les traitements on va souvent travailler sur les troubles dépressifs, l'anxiété, parce que les gens vont tenir aussi des propos suicidaires, donc d'où l'importance de tenir compte de ces éléments-là. D'automutilation aussi. Alors, il y a aussi un suivi psychologique concernant des problèmes cognitifs avant-coureurs, donc les problèmes d'attention, de mémoire, vitesse de traitement d'information, de fonctionnement exécutif, des apprentissages verbaux et du traitement des émotions. Donc, toutes les approches cognitivo-comportementales peuvent être des approches favorables pour aider la personne à se restructurer au plan personnel. Et finalement, quand on arrive à la crise psychotique, quels sont les éléments qui doivent être pris en considération? Bien sûr, la médication, elle est essentielle. Alors, tantôt, tu posais la question, est-ce que ça se guérit? Bien, ça prend une médication soutenue. Ça semble être la chose la plus déterminante. Puis il faut que ce soit une adhérence à une médication et à un traitement soutenu. Si c'est fait, bien, effectivement, on a des conditions favorables. Mais il faut aussi ajouter d'autres éléments, donc assurer un soutien psychologique aux patients, informer les patients et les familles sur la maladie et ses conséquences. Donc, ça prend aussi beaucoup de psychoéducation. De renforcer les relations entre les patients et les membres de leur famille et de leur réseau social de soutien. Pas juste travailler de façon isolée avec un patient, mais il faut essayer le plus possible de réunir les gens du réseau, puis à la limite faire des rencontres de réseau. Moi, j'ai vu des équipes d'intervention faire des rencontres de réseau autour de patients psychotiques. Donc, on réunit les personnes qui sont proches, on les informe de ce que c'est la maladie, puis comment chacun peut contribuer au soutien de la personne. Donc, l'importance de réseauter cette personne-là et de réactiver son réseau si effectivement son réseau est un peu éteint. D'assurer le soutien aux familles pour faire face à la maladie. Donc, il y a vraiment un suivi familial qui devrait être proposé parce que c'est un stress pour les familles de devoir composer avec cette problématique-là. On suggère des interventions familiales dans des situations où il y a des familles qui sont dysfonctionnelles. Effectivement, il y a des troubles parce que le dysfonctionnement de la famille devient un facteur de maintien de la pathologie, d'où l'importance d'agir sur le fonctionnement même de la famille. Et de travailler beaucoup à la réinsertion sociale et de la réactivation du réseau autour de la personne. Puis je dirais de la réactivation aussi du réseau socio-professionnel ou éventuellement académique. Mais c'est très important de réseauter les personnes pour ne pas les laisser seules dans leur vie parce qu'ils sont effectivement ils ont moins de facteurs de protection, moins de soutien dans leur vie de tous les jours. Alors voilà ce que j'ai appris quand j'ai fait ma carte conceptuelle. Je ne savais pas ça avant. J'ai commencé le 1er décembre, je n'avais jamais entendu parler de ça. Alors, voilà ce que j'ai appris depuis ce temps-là.
Alors voilà, ça vous donne un aperçu de